Good evening. Bonsoir. Tout d'abord, je souhaite remercier les citoyens de Washington de nous avoir accueillis et surtout d'avoir supporté plus de 50 cortèges de véhicules. Et je ferai une promesse aux citoyens de cette ville. Je ne vais pas organiser un de ces sommets dans cette ville d'ici 6 ans. Je souhaite tous les participants à nos réunions, plus de 50 dirigeants de toutes les régions du monde, ainsi que les organisations internationales clés. À l'instar de nos sommets précédents, nous ne sommes pas venus ici uniquement pour parler, mais pour agir. Je sais que la nature très technique de la sécurité nucléaire ne donne pas toujours lieu à des titres percutants, mais au cours des 6 dernières années, nous avons fait des progrès importants pour sécuriser les matières nucléaires du monde pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de terroristes. Et je voudrais prendre un peu de recul et énoncer exactement ce que nous avons accompli. Ensemble, nous avons éliminer les matières les plus mortelles du monde, des installations nucléaires du monde et des sites de stockage avec le Japon. Actuellement, nous avons retiré tout l'uranium enrichi dans plus de 50 installations dans 30 pays, plus de 3,8 tonnes, ce qui est plus que suffisant pour créer plus de 150 bombes nucléaires. Et ça, c'est une matière qui ne tombera jamais entre les mains de terroristes. 14 pays et Taïwan, des pays aussi divers que l'Argentine et le Chili, la Libye, la Turquie, la Serbie et le Vietnam se sont maintenant débarrassés entièrement de l'uranium hautement enrichi et du plutonium. Encore une fois, je souhaite signifier que l'extraction couronnée de succès de tout l'uranium enrichi de l'Ukraine il y a 4 ans a signifié que la situation très difficile en Ukraine au cours des 2 dernières années n'a pas été encore plus difficile à la suite de la présence de ces matières. En jour d'aujourd'hui, l'Amérique du Sud, un continent tout entier, est totalement exempt de ces matières dangereuses. Lorsque la Pologne finira son retrait cette année, l'Europe centrale elle-même sera exempte de ces matières. Lorsque l'Indonésie complétera ce travail cette année, il en ira de même pour toute l'Asie du Sud-Est. En d'autres termes, à mesure que les terroristes, les bandes criminelles et les marchands d'armes cherchent des matières mortelles pour un appareil nucléaire, d'immenses régions du monde maintenant sont indisponibles. Et ça, c'est une grande réalisation. Nous avons fait beaucoup de progrès aussi aux États-Unis. Outre les nouvelles mesures que j'ai énoncées ce matin, nous avons amélioré la sécurité nucléaire et la formation. Nous avons consolidé les matières nucléaires dans un nombre réduit d'installations. Nous avons éliminé quelques 138 tonnes de notre stock supplémentaire d'uranium hautement enrichi, ce qui reste suffisant pour 5500 armes nucléaires. Travaillant avec la Russie, nous sommes bonne voie d'éliminer suffisamment d'uranium hautement enrichi russe à hauteur de 20 000 armes nucléaires que nous convertissons pour l'électricité ici aux États-Unis. De manière plus spécifique, à la suite de ces sommets, chacun des plus de 50 pays représentés ici ont pris des mesures concrètes pour renforcer la sécurité au niveau de l'installation nucléaire et de leur site de stockage. Cela comprend la sécurité physique, des réglementations plus fortes, le respect des directives internationales, plus de transparence, y compris un examen par les pairs à l'échelle internationale. 15 nouveaux centres ont été créés dans le monde entier pour promouvoir les technologies de sécurité nucléaire et les formations et partager les meilleures pratiques. Dans le cadre de notre travail, nous sommes convenus de renforcer nos défenses d'installations nucléaires contre les cyberattaques. Nous avons renforcé les efforts internationaux contre la contrebande. L'initiative de sécurité contre la prolifération compte plus de 100 pays et nous avons des exercices réguliers pour bloquer les expéditions. Les États-Unis et 36 partenaires ont œuvré pour installer des équipements de détection des radiations au niveau de plus de 300 frontières et aéroports et ports. Et nous développons également des systèmes de détection mobiles. Finalement, comme je l'ai dit ce matin, nous avons renforcé les traités et les partenariats internationaux qui constituent la base de nombre de nos efforts. Encore une fois, nous avons fait beaucoup d'avancées et toutes les parties qui ont participé à ce travail, notamment nos équipes qui ont travaillé de manière infatigable pendant des années, peuvent être énormément fiers de ces réalisations. Néanmoins, comme je l'ai dit précédemment, notre travail n'est pas du tout fini. Il reste encore beaucoup de matières nucléaires et radioactives de par le monde qui doivent être sécurisées. Les stocks mondiaux de plutonium sont en croissance. Les arsenaux nucléaires sont en expansion dans certains pays, dotés de petites armes nucléaires tactiques qui risquent d'être volées. Et par conséquent, un des buts fondamentaux de ce sommet a été
de voir comment l'on peut capitaliser sur le travail accompli pour que nous puissions nous doter d'une architecture internationale qui puisse perdurer, pérenniser ces efforts, bien qu'il s'agisse du tout dernier sommet formel des dirigeants, bien qu'il s'agisse du tout dernier sommet formel des dirigeants. Nous avons néanmoins décidé de maintenir une architecture forte par le biais de l'ONU, par le biais de l'AIOA et par le biais d'Interpol pour poursuivre ce travail et offrir les ressources et les soutiens techniques requis pour poursuivre cette mission. Et nous créons un nouveau groupe de contact sur la sécurité des hauts experts de plus de 30 de nos pays qui se rencontreront de manière régulière pour préserver les réseaux de coopération que nous avons construits et pour institutionnaliser ce travail et pour dynamiser le progrès au cours des années à venir. Lors de notre réunion sur Daesh cet après-midi, il a été convenu que la victoire contre des groupes terroristes tels que le Daesh nécessite plus de partage d'informations. Tout le monde comprend que la suite des événements de Bruxelles et de Turquie et au Pakistan et dans beaucoup de pays du monde, et nous savons qu'en conséquence, notre directeur du renseignement, Jim Clapper, continue de s'engager avec les dirigeants du renseignement de nos partenaires européens pour renforcer la coopération. Et aujourd'hui, j'ai invité toutes les nations représentées à ce sommet pour participer à une discussion plus vaste impliquant nos services du renseignement et de sécurité en matière d'amélioration du partage de l'information pour éviter tous les attentats terroristes et tout particulièrement ces attentats qui pourraient incorporer des armes de destruction massive. Pour conclure, je souhaite tout simplement dire que la prévention du terrorisme nucléaire est un élément d'un programme beaucoup plus vaste que j'ai esquissé il y a 7 ans à Prague, à savoir bloquer la propagation des armes nucléaires et trouver un monde sans armes nucléaires. Récemment, il y a eu beaucoup d'analyses quant à savoir si nous avons réalisé notre vision et je suis le premier à reconnaître qu'il reste encore beaucoup de travail. Il s'agit de négocier davantage de réduction avec la Russie et traiter le programme nucléaire de la Corée du Nord. Comme je l'ai dit à Prague, la réalisation de notre vision ne se passera pas rapidement, peut-être ne se réalisera pas de mon vivant, mais nous avons commencé. Les États-Unis et les arsenaux nucléaires de la Russie sont sur la bonne voie pour être à leur niveau les plus bas sur 7 décennies. J'ai réduit le nombre et le rôle des armes nucléaires dans le cadre de notre stratégie de sécurité nationale. Dans le cadre d'un accord historique, nous avons empêché la propagation des armes nucléaires vers l'Iran. Une banque internationale des combustibles est établie pour promouvoir une coopération nucléaire. Je suis très fier de notre bilan à tous égards. Nous allons continuer de faire tout notre possible et j'espère que les administrations futures en feront de même et cela nous rapprochera du jour où ces dangers nucléaires ne pèseront plus sur les destins de nos enfants et petits-enfants. Sur ce, je serai prêt à répondre à vos questions et je vais commencer avec Roberta Wrighton de Reuters. Merci. Je voudrais vous poser une question à propos de l'Iran. Il y a 3 semaines, le commandant dirigeant suprême de l'Iran a dit qu'il n'a pas tiré parti de cet accord. Et des sociétés américaines disent qu'il est difficile, voire impossible, de faire des affaires avec l'Iran sans à un moment donné avoir accès au système financier américain pour faire des transactions en dollars américains. Ma question est la suivante. Est-ce que vous envisagez de permettre ces transactions? Et si oui, ne s'agit-il pas d'une trahison de votre garantie selon laquelle la plupart des sanctions américaines demeureraient en vigueur? Non, ce n'est pas la voie que nous avons suivie. Permettez-moi de vous dire globalement que tant que l'Iran respecte ces modalités de l'accord, je pense que les autres parties du monde doivent respecter leurs modalités de l'accord. Et en fait, d'après les présentations faites par l'AIEA ce matin auprès des membres du P5+1, les Iraniens ont effectivement suivi les étapes de mise en œuvre qui avaient été dénoncées. Par conséquent, les sanctions liées au programme nucléaire ont été réduites. Un élément du défi auquel ils sont confrontés, c'est le fait que les sociétés n'ont pas fait des affaires là-bas depuis fort longtemps. Ces sociétés doivent se sentir à l'aise quant aux perspectives de pérennité de cet accord. Le secrétaire Lou et ses homologues du P5+1 et ailleurs vont faire un travail, ils vont apporter de la clarté auprès des entreprises pour savoir quelles sont les transactions qui seront autorisées. Cela nécessitera du temps, plusieurs mois,
pour que les entreprises et leurs départements juridiques se sentent à l'aise à l'idée que peut-être effectivement il n'y a pas des risques de responsabilité s'ils font des affaires avec l'Iran. Certaines des préoccupations exprimées par l'Iran, nous allons travailler avec eux pour y répondre. Mais il n'est pas nécessaire que nous prenions l'approche selon laquelle ils passent par des transactions en dollars. Ils peuvent travailler par le biais d'institutions financières européennes de même. Cependant, il faudra qu'il y ait des clarifications continues auprès des entreprises pour que ces accords soient conclus. Ce que je dirais, qu'il est aussi important que le comportement de l'Iran génère de la confiance pour montrer que l'Iran est un pays sûr pour y faire des affaires. Dans le cadre d'un accord de cette nature, ma première priorité, ma première préoccupation, c'est de veiller à ce que leur programme nucléaire soit arrêté et que les matières dont ils disposaient déjà, qui pourraient leur donner une capacité de mise en œuvre, que tout cela soit éliminé. Cela s'est passé. Et j'ai toujours dit que je ne pourrais pas promettre que l'Iran tirerait parti de cette opportunité pendant ce créneau pour réintégrer la communauté internationale. Jusqu'à présent, l'Iran a respecté la lettre de l'accord. Cependant, l'esprit de l'accord nécessite que l'Iran envoie des signaux à la communauté internationale, à la communauté des affaires, que l'Iran ne va pas s'impliquer dans une gamme d'activités progressives qui effraient les entreprises lorsqu'ils lancent des missiles balistiques, dotés de slogans tels que des slogans appelant à la destruction d'Israël. Les entreprises deviennent fébriles, névreuses. Il y a des risques géopolitiques qui sont accrus lorsqu'on voit ces choses. Si l'Iran continue d'envoyer des missiles auprès du Hezbollah, cela rend les entreprises nerveuses. J'espère donc ce qui va se passer. Nous avons notre responsabilité d'offrir une clarté en matière de règles de gouvernance pour que l'Iran puisse effectivement en bénéficier, pour que le peuple iranien puisse profiter d'une situation économique meilleure. Mais l'Iran doit comprendre ce que comprend tout pays du monde. Les entreprises souhaitent se rendre là où elles se sentent en sécurité, là où elles ne voient pas des polémiques de grande ampleur, là où les entreprises peuvent avoir confiance, selon laquelle les transactions auront lieu de manière normale. Et ça, c'est un ajustement que l'Iran va aussi devoir faire. Et franchement, au sein de l'Iran, je pense qu'il y a des points de vue différents. Tout comme il y a des partisans de la ligne dure ici aux États-Unis, même après que nous avons certifié que cet accord fonctionne, même après que nos équipes du renseignement, après que les équipes israéliennes du renseignement ont dit que ceci a changé la donne, eh bien, ils sont néanmoins contre l'accord. En principe, il y a également des partisans de la ligne dure en Iran qui ne veulent pas que l'Iran s'ouvre au reste du monde. Et ils mènent des activités pour nuire à cet accord. Ces forces qui cherchent les avantages de l'accord, non en termes restreints, mais en termes vastes, nous souhaitons que, sur la durée, ces forces-là soient en mesure de comprendre quels sont ces bénéfices. David Nakamura. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, vous venez de conclure une session de travail avec 5 camps dirigeants mondiaux pour lutter contre le terrorisme, notamment l'État islamique. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies qui sont découlées de cet effort. Durant les dernières semaines, votre administration a tué plus de 200 personnes dans le cadre de frappes aériennes en Somalie et ailleurs. Comment vous êtes convaincu que toutes les personnes tuées représentaient une menace imminente contre les États-Unis? Et pourquoi est-ce que les États-Unis tuent des dizaines de personnes à la fois plutôt que de choisir des individus ciblés? Nous avons établi un ensemble de critères vigoureux et rigides pour nous permettre d'évaluer les renseignements que nous recevons par rapport à Daesh, là où il pourrait opérer et là où pourrait opérer Al-Qaïda. Ces directives impliquent de nombreuses agences qui se consultent de manière
élargie et ensuite il y a des vérifications, double, triple vérification avant que l'on puisse mener une action cinétique. Dans la plupart des cas, nos actions sont dirigées vers des cibles de haute valeur dans les pays que vous venez de citer, en dehors du théâtre que constituent l'Irak et la Syrie. Dans certains cas, ce que nous constatons, ce sont des campements lesquels, après de nombreuses longues périodes de surveillance, on voit que ces campements sont impliqués et dirigent et organisent des complots qui pourraient être nuisibles pour les États-Unis ou qui pourraient soutenir des activités de Daesh ou d'Al-Qaïda ailleurs dans le monde. Si, après une longue période d'observation, nous constatons que, en fait, des matières explosives sont chargées sur des camions, si des individus font de l'entraînement aux armes de petit calibre, si l'on voit que certains de ces individus sont identifiés comme étant des courriers pour des transporteurs pour Daesh et pour Al-Qaïda. Et donc, sur la base de ces évaluations, une frappe sera organisée. Cependant, nous avons été très prudents pour veiller à ce que nous ne menions pas des frappes dans des situations où, par exemple, nous pensons qu'il y a la présence de femmes ou d'enfants, ou s'il s'agit d'une zone peuplée. Récemment, nous avons énoncé les critères en vertu desquels nous prenons ces décisions. Nous avons décisé nombre des éléments de cette doctrine et nous allons essayer de formaliser et d'institutionnaliser nos méthodes d'évaluation et d'analyse. S'agissant du débat plus vaste qui a lieu actuellement, David, je crois que dans le passé, il y a eu des critiques légitimes selon lesquelles l'architecture juridique portant sur l'usage des frappes de drone ou des frappes cinétiques, l'architecture n'était pas aussi précise que nécessaire et il n'y a pas de doute que les civils qui n'auraient pas dû mourir sont décédés. Mais au cours des quelques dernières années, nous avons beaucoup œuvré pour éviter et prévenir ces types de drames. Mais lorsqu'il y a des situations de guerre, nous devons assumer cette responsabilité lorsque nous n'agissons pas de manière appropriée ou tout simplement si nous commettons des erreurs malgré nos meilleures intentions. Et c'est ce que nous avons essayé de continuer de faire. Ce que je peux vous dire avec énormément de confiance, c'est que nos procédures opérationnelles sont aussi rigoureuses qu'elles l'ont jamais été. Et il y a une évaluation constante, effective de tout ce que nous faisons. Caroline. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de passer cette année sur les dossiers de non-prolifération et vous avez dit dans vos remarques liminaires que les administrations futures devraient faire de même. Cette semaine, le leader républicain qui cherche à vous remplacer a dit que peut-être la Corée du Sud et le Japon devraient se doter d'armes nucléaires et n'exclurait pas l'usage d'armes nucléaires en Europe. Est-ce que cette question a été mentionnée au sommet et généralement, quel message est-ce que cela véhicule lorsqu'un parti principal articule un renversement aussi dramatique de la politique étrangère américaine? Et deuxième question, pour qui allez-vous voter durant la primaire démocrate? Bon, premièrement, c'est un vote secret, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous le dire. Les déclarations que vous avez mentionnées nous disent la chose suivante. Eh bien, nous disent que la personne qui a proféré ces déclarations ne s'y connaît pas beaucoup en politique étrangère ou en matière de politique nucléaire, ne connaît pas bien la péninsule coréenne ou le monde généralement. Cette question a été mentionnée en marge, comme je l'ai dit précédemment. Les gens prêtent attention aux élections américaines. Ce que nous faisons est effectivement réellement important pour le reste du monde. Et même dans ces pays qui ont l'habitude
d'une atmosphère carnavalesque dans le cadre de leur propre politique, souhaitent de la sobriété et de la clarté lorsqu'il s'agit des élections américaines, parce qu'ils savent que le président des États-Unis, doit savoir ce qui se passe dans le monde et établir les types de politiques qui débouchent non seulement sur notre propre sécurité et notre sécurité et prospérité, mais des politiques qui auront un impact sur la sécurité et la prospérité de tout un chacun. Notre alliance avec le Japon et avec la République de Corée est une des fondations, une des pierres angulaires de notre présence dans la région Asie-Pacifique. Cela a parrainé la paix et la prospérité dans cette région. C'est un immense avantage pour les échanges commerciaux américains et pour l'influence américaine. Et cela a prévenu l'éventualité d'une escalade et d'un conflit nucléaire entre pays qui, dans le passé et de par l'histoire, ont mené des conflits très destructeurs et très controversés. Il ne faut pas déranger cela. Il s'agit d'un investissement qui repose sur les sacrifices consentis par nos hommes et femmes durant la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'ils luttaient dans le Pacifique. Et c'est grâce à leurs sacrifices et grâce à la sagacité des décideurs américains en matière de politique étrangère après la Deuxième Guerre mondiale que nous avons pu éviter des catastrophes dans ces régions. Nous ne souhaitons pas une personne dans le bureau aval, une personne qui ne reconnaît pas à quel point cela est important. Andrew. Merci, Monsieur le Président. Hier, vous avez rencontré le président Erdogan de Turquie après une situation assez désagréable à l'Institut Brookings. Est-ce que vous le considérez comme étant un autoritaire? La Turquie est un allié de l'OTAN. Il s'agit d'un partenaire extraordinairement important dans le cadre de notre lutte contre Daesh. La Turquie est un pays avec lequel nous avons une relation de longue date et stratégique, et le président Erdogan est une personne avec qui je traite depuis mon entrée en fonction dans le cadre d'un ensemble de dossiers. Nous avons eu un partenariat productif. Mais ce qui est aussi vrai, et je le lui ai dit directement, ce n'est un secret pour personne, qu'il y a certaines tendances en Turquie qui me posent problème. Moi, je crois fermement en la liberté de la presse. Je crois fermement en la liberté de culte. Je crois fermement en l'état de droit. Et je crois en la démocratie. Et il ne fait l'objet d'aucun doute que le président Erdogan a été répété à plusieurs reprises par le biais d'un processus démocratique. Mais je pense que l'approche qu'ils ont suivie par rapport à la presse est une approche qui pourrait mener la Turquie sur une pente qui serait extrêmement troublante. Et nous allons continuer de leur conseiller, et je l'ai dit au président Erdogan, je l'ai rappelé, qu'il est entré en fonction. Il est arrivé aux affaires avec une promesse de démocratie, et la Turquie, historiquement, a été un pays où la foi islamique profonde a vécu côte à côte avec la modernité, avec une ouverture croissante, et c'est l'héritage qu'il devrait rechercher plutôt qu'une stratégie impliquant la répression de l'information, la fermeture du débat démocratique. Cela dit, je souhaite souligner que leur coopération a été tout à fait critique pour tout un ensemble de dossiers internationaux et régionaux, et cela va continuer. Il en va de même avec beaucoup de nos amis et partenaires. Nous travaillons avec eux, nous coopérons avec eux
Nous apprécions leurs efforts et il y aura des différences d'opinion. Et là où il y a différence d'opinion, nous le dirons. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en l'occurrence. Une autre question, cette femme ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que pensez-vous? D'où venez-vous? Je viens de l'Azerbaïdjan. Comment est-ce que l'Azerbaïdjan peut soutenir tout ce qui est sécurité nucléaire? L'Azerbaïdjan, comme beaucoup de pays qui ont participé, a déjà pris des mesures et chaque pays a établi un plan national d'action. Et certains pays ont des stocks d'uranium hautement enrichi dont ils vont se débarrasser, alors qu'il y a d'autres qui ont des installations civiles nucléaires, mais qui n'ont pas nécessairement les meilleures pratiques en matière de sécurité. Donc, ils ont adopté de nouvelles pratiques de sécurité. Il y a des pays qui pourraient être des points de transit pour la contrebande en matière de matière nucléaire. Donc, ils ont travaillé avec nous pour le contrôle des frontières et la détection des matières. Et étant donné l'emplacement de l'Azerbaïdjan, il s'agit d'un partenaire essentiel dans ce processus. Et je dois faire remarquer que bien que la focalisation de ces sommets a porté sur la protection des armes nucléaires pour qu'ils n'entrent pas dans les mains de terroristes, les rapports, le partage d'informations, les liens entre la police nationale, internationale, les militaires, les services de renseignement entre pays et dans les pays. Tous ces rapports sur le plan international seront utiles non seulement pour les matières nucléaires, mais également pour prévenir le terrorisme en général. Et cela est utile également pour identifier les menaces posées par les armes chimiques ou biologiques. Un des messages qui ressort clairement de ce sommet et de notre expérience au fil des 7 dernières années, c'est que nous sommes conscients que certaines des menaces les plus importantes sont des menaces transnationales. Donc nous sommes en train, petit à petit, d'établir un réseau de rapports dans le monde qui nous permet d'être à la hauteur, de suivre les organisations transnationales qui participent à des activités terroristes ou criminelles, ou à la traite des êtres humains, toute une série d'activités qui peuvent nuire à nos citoyens. Et le fait de voir le renforcement de ces institutions, eh bien, je pense que cela va être des résultats les plus importants de ce processus. Martin Landa. Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question à propos de la politique nucléaire. Au cours des 7 dernières années, quand vous avez essayé de débarrasser le monde de matières nucléaires et fissiles, l'industrie nucléaire américaine a travaillé pour miniaturiser les ogives et bien qu'il n'ait pas établi une nouvelle classe d'ogives, ils ont amélioré la technologie. Et donc la Chine et autres ont pensé qu'il fallait maintenir cette cadence. Est-ce que vous pensez que les industries américaines ont sapé certains progrès que vous avez réalisés en matière de prévention? Oui, c'est une question légitime. Je suis préoccupée. Voici l'équilibre que nous avons voulu établir. Nous avons un stock nucléaire. Et nous devons être sûrs qu'il soit sûr et fiable. Et après le traité START 2 que nous avons signé avec la Russie, nous avons considérablement réduit le nombre d'armes opérationnelles. Mais nous devons être sûrs que tout cela soit à jour
que les systèmes de commandement et conduite qui ont été élaborés il y a déjà un certain temps sont à la hauteur de la situation, étant donné tout ce qui a changé dans le domaine technologique depuis lors, et nous devons veiller à ce que notre force de dissuasion continue à donner des résultats. Donc, alors que nous avons diminué le nombre d'armes que nous possédons, j'ai voulu m'assurer que les armes que nous maintenons fonctionnent bien. C'est-à-dire que ces armes ne puissent pas être assujetties à une intrusion cybernétique, qu'il y ait suffisamment de confiance pour ce système, que l'on ne crée pas d'activité déstabilisatrice. J'aurais préféré réduire davantage notre arsenal nucléaire. Et après avoir terminé le START 2, j'ai pressenti les Russes, notre équipe a pressenti les Russes pour voir la prochaine phase de réduction d'armement. Mais parce que M. Poutine est arrivé au pouvoir ou est revenu au bureau du président, et parce qu'il poursuit une vision différente où il met l'accent sur la puissance militaire plutôt que sur le développement à l'intérieur de la Russie et la diversification de l'économie. Nous n'avons pas vu les progrès que j'aurais voulu avoir avec la Russie. Mais la bonne nouvelle, c'est que les possibilités de réaliser des progrès demeurent. Nous respectons le START 2, nous voyons qu'il est mis en œuvre. Et bien que nous n'allons probablement pas voir d'autres réductions pendant ma présidence, j'espère que nous avons établi des mécanismes et des systèmes de vérification et autres qui vont nous permettre de réduire tout cela à l'avenir. Mais il faut se protéger entre-temps contre le fait de bâtir des systèmes plus efficaces, plus létales, qui mèneraient à une nouvelle escalade de la course aux armements. Et moi, j'ai essayé d'établir un bon équilibre en veillant à ce que la triade et nos systèmes fonctionnent bien, qu'il faut être efficace, mais nous voulons également laisser la porte ouverte pour d'autres réductions à l'avenir. Mais un des défis que nous allons continuer à avoir, c'est qu'il est très difficile d'avoir des réductions énormes dans notre arsenal nucléaire, à moins que les États-Unis et la Russie, qui sont les deux plus grands détenteurs d'armes nucléaires, servent de chef de file. Et nous devons avoir des progrès au Pakistan et en Inde. Dans ce sous-continent, il faut être sûr qu'au fur et à mesure où ils établissent leur doctrine militaire, qu'ils n'aillent pas continuellement dans le mauvais sens. Et nous devons considérer la péninsule coréenne parce que la Corée du Nord se trouve dans une catégorie totalement différente et pose des préoccupations immédiates pour nous tous. Et nous travaillons sur le plan international pour nous focaliser sur cette situation. Voilà pourquoi nous avons eu la réunion trilatérale avec le Japon et la Corée, et pourquoi ça a été un grand sujet de discussion avec le président Xi également. Merci et bon week-end.